Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans 101% nous allons avoir un reportage sur le jeu The Conduit, nous allons avoir Temps perdu, Retro and Magic, mais on commence tout de suite avec les news. Du 8 juin au 19 juillet, il est possible de récupérer la clé secrète dans Pokémon Platine via la connexion Wi-Fi de la DS. Cet objet permettra d'accéder à la salle secrète du repère de la Team Galaxy, mais surtout d'obtenir les nouvelles formes exclusives de Motisma, le Pokémon Spectre électrique. Sans dévoiler le déroulement de cette mini-quête, on apprend que le petit Pokémon Orange est capable de se faufiler dans les machines dotées d'un moteur et d'en prendre possession. C'est ainsi que Motisma pourra revêtir ses 5 nouvelles formes, chacune modifiant son type, eau, vol, glace, plante et feu. Il y a fort à parier que les prochains épisodes nous réservent encore de nouvelles formes de Pokémon. En attendant, il faut en profiter, car il ne reste plus beaucoup de temps. Alors qu'il devait sortir ces jours-ci, The Conduit n'arrivera finalement que le 10 juillet prochain. Visiblement, la cause de ce retard serait un problème de localisation. Une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Wii et pour Sega, qui misent beaucoup sur ce FPS. Pour rappel, ce dernier a été développé par High Voltage Software, une société américaine qui s'est jusqu'ici uniquement occupée de jeux de commande. Après avoir proposé Mad World et House of the Dead, 2 jeux complètement barrés, Sega essaye à nouveau d'imposer un jeu gamer sur Wii. Une tentative d'autant plus importante pour la firme japonaise que ses précédents essais sur la console de Nintendo se sont révélés plutôt infructueux. Tout du moins en termes de chiffres de vente. On espère donc que ce retard ne portera pas préjudice à ce FPS ambitieux, tant sur le plan esthétique qu'au niveau de son gameplay. Vous allez être d'accord avec moi, Internet est une très belle chose. Internet, c'est fabuleux, c'est génial. Grâce à Internet, déjà, on peut avoir des relations sexuelles, mais pas que ça. On peut jouer à des jeux en réseau, on peut découvrir des films, découvrir des auteurs de bande dessinée, on peut discuter avec des gens à l'autre bout du monde. Internet, c'est génial. Mais, comme toute bonne chose, il y a toujours le revers de la médaille. Et le revers de la médaille d'Internet, c'est que ça donne la parole à des gens qui ne devraient pas forcément avoir la parole. Internet donne la parole aux cons. Voilà, j'ai écrit une petite phrase, c'est « Internet donne la parole aux cons qui sont persuadés d'avoir un truc à dire ». Et le problème, c'est que maintenant, Internet est tellement installé qu'aujourd'hui, avec les commentaires sur les blogs ou les forums, les cons se sentent obligés d'avoir un truc à dire. Alors, je dis ça parce qu'on a vu ça grâce au forum de No Life, grâce à mon blog, à des amis qui ont des blogs, etc. Et au bout d'un moment, ça fout un petit peu les boules. Et ce matin, je me suis dit « Mais merde, mais putain !» Si tous ces gens-là qui postent des commentaires, qui parlent, etc., ils prenaient consistance en vrai, la vie serait un enfer. Et c'est ce qu'on verra juste après le reportage. The Conduit est l'un, si ce n'est le plus gros projet jamais développé par High Voltage Studio. Habituée à répondre à des demandes d'éditeurs plutôt qu'à créer elle-même ses propres jeux, la société américaine a pour une fois pu donner libre cours à son imagination. Il en résulte un FPS plaisant, développé spécifiquement pour la Wii. Un choix de support qui pose question. La majorité du public, friand de ce type de jeu, semble en effet plus tourné vers les consoles HD. Développer un FPS sur Wii est donc un pari risqué, à la fois pour les développeurs et pour l'éditeur Sega. Ce dernier a récemment connu quelques mésaventures avec ses jeux gamers, conçus en exclusivité pour la console de Nintendo. Mad World, par exemple, est loin d'avoir rencontré le succès escompté. Kerry Ganowski, fondateur d'High Voltage Studio, nous explique donc pourquoi sa compagnie a fait le choix de la Wii. What we set out to do is design and develop the definitive first-person shooter experience on the Nintendo Wii. We felt that the 360, the PS3, there's been so many first-person shooter titles on those platforms that just there's a very crowded market, and we had decided to set out from a technology course to develop a next generation engine for the Wii itself, specifically. Our inspiration to develop the game really comes from, quality titles on the Wii. That was first and foremost. So many people realize that party games sell really well on the Wii, but when you look at the 11 to 12 first-person shooters that are available on the Wii, there's not really anything that stands out. It's always a port
It's never designed for the Wii, and to fill that void was an inspiration. There's been several movies. I mean, Cloverfield, the way they tell the story, you'll see very similar elements inside the conduit for how we try to keep you in the game, and it unfolds as you play through. So elements from the gaming world, I mean, there's plenty of examples in the gaming world. You know, the Halo, I mean, GoldenEye. A lot of the media has compared us to Perfect Dark and GoldenEye, saying that, you know, this is the next example of that type of game for the Wii. And, you know, I don't want to make any such claims. I'll let the consumer and the media make such claims. We're just happy to have made the game. Contrairement à ce que l'on pensait avant la sortie de la Wii, la console n'a accueilli que très peu de FPS. Pourtant, le système de contrôle à la Wiimote semble parfaitement adapté à ce style de jeu, plus en tout cas que les manettes classiques des autres machines. Un constat que partagent visiblement les développeurs de The Conduit. If you look at a 360 or a PS3, you know, I myself, I don't prefer using the analog controls. You know, I've always been first-person shooters. I've used my PC, and it just seemed very intuitive to Eric Knopfsinger, who's our chief creative officer, and I talked at length about using, you know, the Wiimote and the nunchuck to actually control a first-person shooter. And depending on, you know, the design behind it, like the types of weapons and everything you could do to create, you know, again, that definitive first-person shooter experience. And once you get hands-on, you'll realize, you know, the power of the system and the way we exploited it. And it's a very natural, elegant feeling. On se demande alors pourquoi les autres studios ne sont pas partis du même constat et n'ont pas pris plutôt le risque de créer un FPS dédié à la Wii. I can't explain the decisions of other publishers or developers and how they want to make a product. It's a difficult thing to answer when, like you said, it just seems like it's a natural fit. And I think the Wii and certain people have tried to make it the lowest pole on the total, or the lowest rung on the totem pole. And really what I think it is if you build it, they will come. If you make a quality piece of software, and Nintendo has shown that time after time after time on, you know, hardware console after hardware console, making a quality piece of software sells. And that's what we set out to do with the Conduit. Outre des graphismes d'une qualité rare sur Wii, The Conduit dispose donc d'un gameplay spécialement conçu pour la console de Nintendo. L'utilisation du Wiimote et du Nunchuk a été au cœur de tous les débats au cours du développement du jeu. Et pour pallier les problèmes liés au placement des boutons, à tout ce qui concerne la zone de tir, High Voltage a mis en place un système de customisation très poussé. One of the design pillars was to customize everything. So what you could do is everything from the actual mapping of the buttons to the HUD, the in-game user interface. You can move everything from where you like the ammo, what weapon you're using, the display messages. You can put it anywhere in any corner of the screen, or you can put it in the center of the screen if for some odd reason you'd like to. What we wanted to do is give users the ability to customize every single thing. And, you know, from the dead zone, you can adjust the box horizontally and vertically to be as large or as small as you want. So if you're a very twitchy first-person shooter player, you could do that. Or for new players, new to the genre, and, you know, there's a lot of casual players on the Wii that might be interested in picking this title up. You know, a larger box that makes it very easy and forgiving to play can be designed as well. The Conduit fait partie des rares titres gamers pour Wii, non développés par les équipes internes de Nintendo. Il revêt donc une importance particulière à l'heure où tout le monde commence à se demander si la console de salon peut accueillir autre chose que des jeux casual. Mais avant de se poser de telles questions, il reste avant tout à savoir si The Conduit vaut le coup. Réponse la semaine prochaine lors de la critique. Une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure. Non mais t'es inconscient d'écouter aussi fort au casque. Quoi? Non mais t'es inconscient d'écouter aussi fort au casque. À 40 ans, tu vas être sourd. Hein. Pourquoi? Pour écouter de la musique et puis, attends, c'est quoi la musique française en plus. Musique française, poème pourri quoi, c'est Nougat York, les corons et tout. Bah, bravo, bravo.
Tu ferais pas mieux d'écouter du jazz quand même? Duke Ellington, Richard Peterson? Ça c'est de la musique. Ça, c'est de la vraie musique. C'est pas autre chose. Et puis, au moins, c'est doux pour les oreilles. C'est agréable. Alors que la musique française, c'est de l'intellectualisme à 2 balles. Excuse-moi, ça dénonce rien du tout. Alors que ça prolifère pour les marchés du disque français. Hein? Alors, c'est ça maintenant. C'est ça. Pauvre France! Bonjour, vous êtes jeune, c'est bientôt l'été et vous commencez à vouloir dragouiller et pour ça, il va falloir aller en boîte. Alors, que faire diront vos instrumentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Voler, on en a tous rêvé. Alors quand on est un oiseau qui ne sait pas voler, eh bien on en rêve encore plus. Dans Learn to Fly, c'est exactement ça. Vous devez aider cette mignonne petite chose à voler. Pour cela, il va falloir l'équiper d'un deltaplane et de réacteurs et bien sûr, améliorer tout ce bel attirail jusqu'à ce que... Eh bien, vous verrez bien. La bataille navale, faut bien le dire, c'est un peu vieux jeu. Mais une bataille navale en temps réel où ça fait ratatatata, pan pan et boum, tout de suite c'est plus rigolo. Eh ben c'est pile poil ce qui vous attend dans Black Navy War. Un peu de gestion, un peu de stratégie, des dizaines de navires à balancer sur l'adversaire, que du bonheur. Sinon, si vous êtes un peu plus fleur bleue, vous pouvez aussi partir à l'aventure avec The Blue Bunny. Le petit truc tout kawaii là, il vient de perdre son bonnet bleu. Du coup, il faut partir au cœur de la forêt pour le récupérer. Forcément, il y aura plein d'embûches sur le chemin. Mais vous vous en moquez parce que c'est quand même tout mignon comme ça, et ben, on n'a pas peur des méchants. Bref, un peu d'une clique super jolie. Mais bon, le kawaii, au bout d'un moment, c'est un peu écœurant. Alors on plonge dans l'Underworld Trip de Yoshio Ishii, et là, c'est plus la même. Un son strident qui vrille les tympans, un design minimaliste qui fait peur, et des bombes qui nous tombent sur la tronche. Alors du coup, on fonce car on n'a pas peur, et que de toute façon, c'est un jeu vidéo. Alors dans le jeu vidéo, bah faut foncer. Et là, on découvre un petit jeu à l'ancienne, fort agréable, et on perd son temps. Et là, ça tombe bien, car n'oubliez pas que, pour gagner plus, jouez plus. Tu fais pitié. J'aime pas tes chaussures. Et tu te la racontes, là, avec ton espèce de fauteuil en cuir de chef, là. Tu te prends pour le boss, hein. Eh ben moi, je vais te le dire. Tu seras jamais président, mon pote. T'es trop minable pour ça. +1. À son âge d'or, l'éditeur LucasArts était surtout connu pour ses jeux d'aventure point and click. Pourtant, l'éditeur s'est également illustré dans des registres très différents. C'est par exemple le cas du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Afterlife. Scalpel. Scalpel. Éponge. De tout temps, Éponge. philosophes et théologiens se sont posé Agrafe. l'angoissante question de la Agrafe. vie après la mort. Boule terrier. Boule terrier. Mais qu'est-ce que... Pression sanguine 900 sur 12, docteur. Avec Donnez-moi Afterlife, 15 des LucasArts qualités se de propose d'y répondre, avec humour. Rien, docteur. Saloperie. Passez-moi ces stimulateurs électrocardiaques, là-bas. Les quoi? Les câbles de démarrage. Imbécile, vite. Oh, tenez. Sous ses allures de clone de SimCity 2000, Afterlife est en fait un jeu unique en son genre. Le joueur est en effet catapulté dans la peau d'un démiurge, une entité quasi divine à qui les mystérieux pouvoirs qui existent ont confié une importante mission, gérer les âmes des défunts. Le démiurge se voit affecté à une petite planète bleue vaguement familière, peuplée d'êtres nommés Obm, organismes biologiques mûrs éthiquement. Le démiurge doit donc prendre en charge la construction d'un paradis et d'un enfer pour accueillir les âmes des Obm. Les âmes méritantes iront au paradis pour y être récompensées. Au contraire, les âmes pécheresses iront en enfer, subir d'infinis tourments. Après une période donnée, les âmes sont ensuite réincarnées et quittent l'au-delà. Mais pendant ce temps, le démiurge ne peut pas chômer, car sur la planète, la population augmente, les technologies se développent, et il suffit de l'afflux soudain d'âmes suite à une bonne grosse guerre pour ruiner le fragile équilibre économique de l'au-delà.
Heureusement, le démiurge peut compter sur les conseils, parfois cryptiques, de ses deux adjoints, le sarcastique démon Jasper et la naïve Angèle Aria. Et décidé que vous avez bâti beaucoup plus de récompenses que nécessaire, et que ça vous coûte un maximum d'écus célestes. Est-ce que cela veut dire que le démiurge doit, faire sauter un bout de paradis? Oui, s'il a une cervelle. Et ce ne sera pas de trop pour démêler les nombreux casse-têtes posés par la gestion d'un au-delà. Entre l'équilibrage du budget des différentes structures, le recrutement et la formation du personnel divin, les catastrophes surnaturelles et surtout les différences fondamentales entre paradis et enfer. Get down. En effet, le paradis se doit d'être ordonné, bien agencé et diversifié. Là où l'enfer devra être chaotique, rébarbatif et imposer aux âmes un maximum de marche à pied. Et ce n'est pas tout, puisque le démiurge devra régulièrement fourrer son nez dans les affaires des mortels, qu'il s'agisse d'inspirer un progrès technologique, réduire la propension de la population à un des 7 péchés capitaux, ou bien encourager telle ou telle religion. En effet, plusieurs religions ont cours sur la planète, chacune ayant un impact direct sur le trajet des âmes dans l'au-delà. Par exemple, les adéistes croient que l'au-delà dure éternellement, et ne se réincarne donc jamais, se contentant de squatter votre domaine pour l'éternité. Il y a donc de nombreux paramètres à prendre en compte pour essayer d'obtenir un au-delà fonctionnel et surtout rentable. Un démiurge efficace se verra récompensé par des structures spéciales, alors qu'un au-delà déficitaire se verra réduit à néant par les terribles surfeurs de l'apocalypse. Il faut enfin saluer le travail accompli par les auteurs du jeu pour doter chaque récompense ou punition d'une description souvent hilarante, dans la plus pure tradition de l'humour made in LucasArts. Mais aussi la bande-son du jeu, parfaitement hallucinatoire et en totale adéquation avec l'esprit mystico-délirant du titre. Avec son humour grinçant et ses mécaniques de jeu complexes, Afterlife a acquis un statut de jeu culte auprès de nombreux fans, mais a aussi aliéné beaucoup d'amateurs de city builders qui n'accrochèrent pas à son univers très particulier. Il n'en reste pas moins un jeu fascinant, et la preuve qu'il est toujours possible de renouveler un genre au code déjà bien établi. Il suffit d'un peu d'imagination et d'un petit coup de pouce divin, peut-être. Voilà, ce 101% est terminé. Et ton t-shirt noir, il est moche. Écoute, je m'excuse, j'aime bien le noir, j'aime bien les t-shirts noirs, donc pardon. Oui, parce que Monsieur Davy aime le noir, c'est la meilleure couleur, et que toutes les autres couleurs, elles sont toutes pourries parce que Davy préfère le noir. Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que j'aimais les t-shirts noirs, c'est tout. Bon, de toute façon, j'aimerais que tu me laisses tranquille parce que tu commences à être lourd, merci. Alors c'est ça, on n'a plus rien droit de dire, c'est la censure, on a chopé la grosse tête. Ouais, bah, je suis d'accord, Davy, t'aurais pas dû lui parler comme ça, parce que ça, c'est un peu la dictature quand même, quoi. Non, parce que j'ai juste dit qu'il commence. Et la liberté d'expression, tu connais? Alors ta gueule! Mais c'est clair, faut que t'arrêtes maintenant, je te rappelle que t'es petit et chauve. Normalement, tu devrais même pas avoir ton mot à dire ici, t'as de la chance que ce soit No Life. D'accord. Et puis, de toute façon, on va le dire au modo, hein, ils vont te bannir. Hein. C'est clair, moi, comme ça, jamais tu deviendras insupportable. Tu verras qu'on à un moment donné, faut respecter la c'est comme ça, parce que je reviendrai plus jamais. Là, vous avez perdu un client.